Bonjour et bienvenue dans Enquête municipale, le magazine qui traite de l'actualité politique en détail. Aujourd'hui, dans cette émission, nous nous intéresserons aux élections municipales qui se dérouleront dans un peu plus d'un mois. Nos équipes de reporters se sont rendues dans différentes mairies et ont pu suivre le travail du personnel municipal. Nous accueillerons sur notre plateau 2 invités. Tout au long de cette émission, ils donneront leur avis sur 3 thèmes que nous aborderons, la mairie et les municipales, l'avis de la population et la situation politique locale. Plongeons-nous tout de suite dans le premier thème à travers un reportage sur le fonctionnement d'une mairie, réalisé par Quentin Pinet. Ce matin, sur le chantier de la nouvelle bibliothèque d'Herlisheim, il y a déjà une forte activité. Il s'agit d'un projet municipal, comparable à des milliers d'autres qui voient le jour chaque année. Un projet comme celui-ci se réalise en 3 ans. Cette bibliothèque est le résultat d'une collaboration étroite entre les mairies de l'intercommunalité. Qu'on est aujourd'hui en tant que commune, membre d'une communauté de communes, on se rencontre assez régulièrement. L'avantage principal, c'est l'économie d'échelle, c'est les choses qu'on ne peut pas réaliser soi-même, surtout pour les petites communes. On est plus fort en le réalisant à plusieurs. Et ensuite, ça permet de mettre en place une fiscalité qui est plus uniforme. Le cas de la mairie d'Herlisheim n'est pas isolé. Même les villages les plus reculés font le choix de se regrouper en communautés de communes. Cela permet d'aboutir à la réalisation de projets tels que des bibliothèques, des infrastructures sportives et culturelles ou d'autres projets de plus grandes envergures. La communauté de communes, c'est également un moyen d'assurer la pérennité des installations déjà mises en place. À plusieurs, on peut effectivement mutualiser des moyens par rapport à tout ce qui est réseau, on va dire au sens général, que ce soit les réseaux d'eau potable, d'assainissement ou les réseaux de communication, fibre optique, etc. L'efficacité des communautés de communes n'est plus à démontrer. Elles sont plus de 2000. À tel point que cette année, le regroupement des municipalités devient obligatoire. Les communautés de communes permettent une meilleure répartition des ressources, notamment par la mutualisation des moyens financiers. Mais les mairies doivent également être capables de subvenir à leurs besoins de manière autonome. Pour y parvenir, elles sont obligées de répartir les tâches quotidiennes. Dans une mairie, il existe plusieurs services. Si l'on prend l'exemple d'Herlisheim, on en dénombre 6. Les 2 principaux services sont l'état civil et l'urbanisme. Les 4 autres sont dédiés à la gestion de la commune. Le service technique, jeunesse et sport, les finances et les marchés publics. Ce schéma n'est pas identique à toutes les mairies. Selon le nombre d'habitants, l'ordre d'importance varie. C'est à la mairie de décider quels services elle souhaite valoriser. Elle pourra ensuite redistribuer les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement. Reste à savoir qui décide de cette répartition. Le conseil municipal, c'est le centre des décisions de la commune. Son domaine de compétence est vaste. C'est notamment grâce au conseil que sont décidées toutes les questions relatives au budget de la commune. Le conseil et le maire s'engagent pour un mandat de 6 ans. Pendant cette période, ils ont la possibilité de mener divers projets. Des travaux qui nécessitent parfois d'importantes ressources et qui peuvent s'étaler sur une dizaine d'années, dépassant ainsi le cadre du mandat. Maintenant, accueillons Vincent Metzger, donc bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes maire de Hurmatt, vous avez effectué 3 mandats dans votre commune. C'est ça. Donc cette année, vous ne vous représentez pas, vous Non, laissez c'est place juste. à du sang neuf, si on Non, peut dire. après 19 ans, je m'arrête. Donc est-ce que cela va changer quelque chose au fonctionnement de la mairie? Je ne pense pas, ça ne peut pas changer quelque chose. À moins que... Enfin, forcément, il y aura des nouvelles idées, des nouvelles, des gens, des nouvelles personnes qui seront là. Mais ça ne changera pas grand-chose dans un village. Ça ne peut pas changer grand-chose. Donc dans le reportage, nous avons parlé des communautés de communes, donc Oui. qui deviennent obligatoires en 2014. Ah oui. Donc est-ce que selon vous, c'est un moyen vraiment efficace de répartir les différentes ressources financières entre les communes? Ce n'est pas les communautés de communes qui deviennent obligatoires, ce sont les communes qui sont obligées, celles qui étaient isolées, qui sont obligées d'intégrer une communauté de communes à partir de 2014, au plus tard le 1er janvier. Est-ce que ça change? Oui, ça peut changer quelque chose, surtout pour les petites communes qui n'ont pas les moyens. Il y a des communes dans le haut de la vallée qui n'ont que 30 habitants ou 100 habitants. Forcément, ils n'ont pas les moyens, comme une commune, par exemple la nôtre à Hurmatt, qui avait quand même des grosses ressources de taxes professionnelles qui nous permettaient pratiquement de vivre sans être dans une communauté de communes. Pour nous, ça change... Point de vue financier, ça change il y a quelques données qui changent, puisque en intégrant la communauté de communes de la Vallée de la Bruche, nous transférons certains
certaines compétences, comme les pompiers, la petite enfance, le collège, tout ça, c'est transféré à la communauté de communes, ce qui veut dire que notre budget va s'alléger de toutes ces charges qu'on avait auparavant. Voilà ce que ça peut donner chez nous. Par contre, comme je vous ai dit, dans une toute petite commune, forcément, ça ne peut être que favorable. D'accord, merci Monsieur Metzger. Donc on vous retrouve tout à l'heure avec notre deuxième invité pour débattre d'un sujet un peu plus sensible. Donc on entend souvent parler des campagnes municipales, mais sait-on vraiment comment elles se déroulent ? Notre reporter Vincent Bessières tente de nous expliquer et nous montre l'envers du décor. Pour endosser l'écharpe municipale, il y a quelques conditions à respecter, comme avoir la majorité, être de nationalité française ou encore être électeur dans la commune. Mais le plus important pour un maire, c'est de conquérir ou de reconquérir ses électeurs afin d'être élu. Donc, il y a la profession de foi qui est basée sur des projets bien spécifiques et qu'il faut effectivement communiquer. C'est pour ça que nous faisons une campagne. On ne se fait pas élire en général sur un bilan, mais sur un projet. Quand un candidat sortant se représente au poste de maire, il ne peut pas faire n'importe quoi, comme par exemple utiliser les services de la mairie pour financer la communication de sa nouvelle campagne électorale. Celle-ci doit être créée par une structure extérieure qui n'a jamais travaillé avec la mairie en question. Une fois la liste établie, un des membres est désigné pour la déposer à la préfecture dans des délais imposés par le ministère de l'Intérieur. Le nombre de membres qui constituent une liste est défini en fonction de la taille de la commune. Au-delà de la loi de parité, ce qui compte pour les électeurs est le travail accompli par les équipes sortantes. Nos administrés me connaissent depuis fort longtemps. Mais il est toujours nécessaire effectivement de rappeler ce qu'on a fait. Mais ensuite, il y a aussi les projets qu'on va mettre en avant. Le maire doit s'investir corps et âme dans son rôle. Il sacrifie en partie sa vie familiale et surtout en période d'élection. Ce n'est pas, entre guillemets, de dire écoutez, voilà, je ne suis pas en mairie aujourd'hui, je ne suis pas adjointe. Voilà. On pourrait presque dire qu'on est adjointe au maire ou maire 24 heures sur 24. Un dévouement qui implique des sacrifices, mais l'attachement des élus pour leur commune l'emporte. Une passion qui a poussé M. Igersheim, maire de Essinges dans le Haut-Rhin, à enchaîner 7 mandats. Donc, compassion rime avec population. M. Igersheim a, durant ces 7 mandats, été à l'écoute de ses citoyens. Pourtant, leur exigence augmente chaque année, mais les maires tentent de satisfaire le plus grand nombre. Donc, nous avons un deuxième reportage avec Delphine Klingler qui est allée à la rencontre des Français. Il faut qu'ils s'occupent d'une ville, bon, pas seulement, mais essentiellement au départ déjà de sa commune, et essayer de satisfaire aussi les citoyens, je veux dire au maximum, que tout se passe bien pour le maximum de personnes qui habitent dans la ville. J'aiderai beaucoup les associations, déjà, parce que je suis moi-même impliqué dans les associations, ça me tient à cœur, donc je pense que aider les associations dans ce qu'ils font, et puis moderniser un peu l'image de la ville et des activités de la commune, quoi. Ouais. Peut-être mettre en place justement des structures pour les jeunes. Moi je trouve que c'est bien d'un petit peu de faire des choses, pas forcément trop sociales, mais que les gens puissent profiter par exemple de sport ou d'activités peut-être à pas un coût trop élevé pour permettre au maximum de gens de profiter de loisirs, pour tout le monde un petit peu, quoi, de démocratiser un peu certaines choses, quoi. Je ferai en sorte d'apporter des choses pour que les gens de ma commune soient heureux. Il y a beaucoup de choses qui se disent mais qui ne se réalisent pas. Pour moi, j'ai l'impression que quand il s'agit dès qu'il y a les municipaux, et tout le monde bouge pour avoir des voix, pour avoir ci et ça, mais pour concrétiser ce qu'ils disent, quand il y a quelque chose, je pense que ce n'est pas ça. Donc, Monsieur Greblin, bonjour. Donc, vous êtes maire de Lavanzeno depuis 2 mandats. Donc, cette année, vous allez vous représenter au poste de maire. Donc, à propos du reportage de tout à l'heure, quelles sont les attentes majeures de la population ? Mais si on regarde les attentes majeures de la population au niveau national, il y a 3 thèmes qui reviennent régulièrement. C'est le logement, l'emploi et la sécurité. Alors, autant l'emploi et la sécurité sont des compétences régaliennes qui reviennent à l'État. Ceci dit, au niveau des communes, on peut toujours interférer.
Le sujet principal, c'est le logement. Le logement et tout ce qui tourne autour du logement. Alors, tout ce qui tourne autour du logement, on a les différentes strates d'âge au niveau de la population. Tout ce qui tourne autour du logement, on a, à un moment donné, il faut qu'il y ait les écoles, les infrastructures pour accueillir les enfants. De l'autre côté, il faut qu'il y ait également les infrastructures pour les personnes âgées ou les vieilles personnes. Et entre les deux, on a tout ce qui concerne le sport et toutes les associations. D'accord. Donc, est-ce que, d'après vous, certains candidats tentent de séduire l'électorat avec des promesses qui ne seront pas tenues ? Bien évidemment, certains nouveaux candidats, la tentation est facile de faire une liste à la Prévert de toutes les promesses qu'on peut faire. Après, il faut les tenir. Alors, il faut les tenir autant au niveau administratif que financièrement. Mais la tentation, elle est là. Mais du coup, pour être maire, est-ce qu'il est nécessaire de faire ces promesses-là ? Les promesses qu'on ne peut pas tenir. Les promesses que vous ne pourrez pas tenir. Non, ça, il ne faut pas les faire, bien évidemment. Ça. Et aujourd'hui, on compare le maire à un produit marketing. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Bon, ça, c'est vous qui le dites. C'est un peu les médias qui comparent le maire à un produit marketing, mais en aucun cas, on ne veut rentrer là-dedans. Le maire, c'est une personne qui s'occupe de ses administrés et n'a rien à faire avec un produit marketing. Ça. D'accord. Donc, merci, M. Greblin. Donc, on vous retrouve tout à l'heure avec notre deuxième invité pour débattre d'un sujet sur les jeunes. Merci. Donc les 18-25 ans représentent environ 13% de la population française, un pourcentage qui délaisse toujours plus la politique. Ce désintérêt se ressent d'ailleurs dans le fort taux d'abstention des jeunes. Les prochains municipales ne seront donc pas épargnés. Un reportage signé Adrien Toriello. Aller voter n'est plus tendance. De nos jours, les jeunes de 18 à 25 ans s'intéressent de moins en moins à la politique. Selon un sondage IFOP, réalisé début janvier, 56% des jeunes déclarent vouloir s'abstenir aux prochaines élections municipales. Les politiciens ont perdu leur popularité aux yeux de leurs électeurs, ce qui n'encourage pas les jeunes à s'investir. C'est pourquoi il faut favoriser les échanges et la communication. Le dire aux jeunes comme ça, brut de décoffrage, ils ne s'y intéressent pas forcément parce que c'est pas tout de suite devant, quoi. Mais alors je les vois revenir dans 5 ans. Et puis je vois qu'ils changent qu'ils rentrent un peu plus ou moins dans le moule, vous voyez. Donc, mais je tiens toujours le même discours, quoi, de dire, ben voilà, maintenant on y est. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce qui vous conviendrait qu'on fasse ? Toujours avec des limites, bien entendu. Si la jeunesse est un point primordial et essentiel pour l'avenir, n'oublions pas que les jeunes sont souvent sous-représentés parmi les électeurs. Ils ne sont pas mis à l'écart pour autant. Il existe des solutions qui s'appliquent à l'échelle nationale comme à l'échelle locale. J'invite régulièrement la classe d'âge à la majorité à venir participer aux manifestations du 14 juillet, la fête nationale, pour venir ne serait-ce que chanter la Marseillaise avec nous, ou venir se mêler à la population, voilà, puisque l'âge de la majorité c'est quand même important, hein, puisque à partir de là on pourra voter. Les résultats sont encore minimes. Pourtant, les institutions locales ne perdent pas espoir. Elles suscitent l'intérêt personnel de chacun à travers les milieux associatifs qui se révèlent être un vrai coup de pouce. Donc nous retrouvons nos deux invités, Vincent Metzger et Claude Greblin, pour débattre sur ce sujet. Donc messieurs, quels sont les moyens pour vous pour accrocher les jeunes à la politique ? Je veux dire, quels sont les différents moyens que vous utilisez dans vos communes pour essayer de sensibiliser les jeunes qui ne portent pas beaucoup d'intérêt à ce milieu de la politique ? Bon, non, je ne sais pas, mais en tout cas, chez nous, on ne fait pas vraiment des efforts exceptionnels pour les accrocher. Les jeunes, en général, quand ils sont inscrits sur les listes électorales la première fois, ils viennent voter parce que ça les intéresse. Ils veulent voir comment ça se déroule. Et après, soit ils continuent, soit ils décrochent. Mais pourquoi ils décrochent ? Peut-être Claude il va dire la même chose que moi, c'est parce qu'ils ne croient plus tellement dans ce qu'on leur promet, ce qu'on leur dit. Ils voient que, comme vous l'avez dit dans le reportage tout à l'heure, les promesses ne sont pas toujours tenues. Il y a des maires qui promettent et qui ne tiennent pas. Finalement, même au niveau national, c'est pareil, ou dans le régional. Alors à ce moment-là, les jeunes, ils décrochent. Hein. Ils disent pourquoi j'irais voter, perdre mon temps, alors que de toute manière, on fait rien. C'est un petit peu la réaction qu'ont les jeunes actuellement. On fait de toute façon rien pour nous, même si ce n'est pas le cas. Je ne sais pas, Claude. Maintenant, ce qu'il y a disons à la Vente-Senoz, et comme dans certaines villes déjà d'une certaine importance, on met en place des conseils jeunes. Alors les conseils jeunes, ça pour l'idée en tous les cas, elle est là, c'est d'intéresser les jeunes à partir du plus jeune âge
à cette notion de conseil municipal. Après, ils peuvent évoluer vers le niveau national. Donc, disons, c'est là où il y a peut-être quelque chose à faire. C'est si on les intéresse dès le plus jeune âge, c'est-à-dire à partir de 13, 14, 15 ans, à débattre de sujets qui les intéressent. C'est pas, on ne les fait pas venir pour débattre d'un sujet qui intéresse l'ensemble de la population. Les sujets qui les intéressent, s'ils arrivent à le faire, et si après il y a une réalisation, ils prennent un peu... Ils prennent fait et cause en se disant on y arrive à le faire parce qu'on s'y est intéressé, parce qu'on a travaillé et parce qu'on a fait des choses. Ceci dit, après, et là je te rejoins, vers 18 ans, il y a un certain décrochage qui est effectué, tout simplement parce qu'il y a d'autres préoccupations. Ça aussi. La poursuite des études, le changement de rythme familial, le changement de lieu de résidence, souvent qui est lié avec les études, et on perd les jeunes à ce moment-là. Moi, je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Claude là, pour les conseils municipaux de jeunes. Nous, dans notre commune, on a fait l'expérience. Ça a duré 1 an, et puis petit à petit, ceux qui étaient, il y avait des élus, des jeunes élus qui étaient des conseils municipaux de jeunes. Et puis, au bout d'un moment, ça décrochait. Hein. Comme j'ai dit, d'un coup, ça y est, malgré qu'on ait fait ce qu'ils voulaient qu'on fasse, hein, mais d'un coup, ça ne les intéresse plus. Et comme l'a dit mon collègue, hein, y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Les études, le fait qu'ils n'habitent plus dans la ville où ils étaient auparavant, et aussi des fois, souvent, ils ont des petites amies qui ont d'autres soucis que d'aller voter et de s'occuper de politique. Très bien. Bon, mais merci messieurs. Donc on vous retrouve tout à l'heure sur un deuxième débat, cette fois-ci sur la montée du FN en Alsace. Donc comparé à d'autres régions françaises, l'Alsace accorde un pourcentage de vote non négligeable aux partis extrémistes. En effet, le Front National a augmenté de 20% en 40 ans. Floriane Boucher tente de nous expliquer pourquoi. Depuis les années 90, le Front National est officiellement le 3e parti de France. Marine Le Pen, présidente du parti depuis 2011, a su moderniser son discours pour attirer de nouveaux électeurs. Les idées que défend la présidente rassemblent autour d'elle beaucoup plus de gens qu'on avait avant. Et les gens se sentent beaucoup plus concernés parce qu'elle parle des vrais problèmes, des problèmes qui touchent les Français. Des problèmes d'immigration massive, de chômage, d'insécurité et les craintes liées à l'Europe qui ne cessent de s'accentuer avec la crise. Des problèmes que les partis traditionnels n'ont pas su résoudre. C'est pourquoi le vote Front National se développe. En 24 ans, les départements où le FN dépasse les 20% ont été multipliés par 5. Grâce à son discours consensuel et qualifié de Le Pen Light, la présidente du Front National a réussi à conserver son noyau de base tout en attirant de nouveaux adhérents et aussi de nouveaux électeurs. Il y a énormément de jeunes qui se tournent vers nous et aussi des gens des personnes âgées qui traditionnellement étaient gaullistes pour l'Alsace et qui viennent maintenant chez nous parce qu'ils voient qu'avec leur retraite, ils n'arrivent pas, que un étranger qui arrive en France demander l'asile, automatiquement il a le minimum vieillesse s'il a l'âge de la retraite. Toutes ces choses-là font que, effectivement, la composante des adhérents a changé et des électeurs aussi. Mais aussi des professions libérales, des chefs d'entreprise et surtout des artisans qui voient leur marché menacé par leurs collègues européens avec l'ouverture totale des frontières. Pour gagner encore des voix, le Front National n'a qu'un seul moyen. La franchise, et puis les gens ne sont pas dupes, ils ont des yeux, ils ont des oreilles, ils voient très bien ce qui se passe. À partir de là, on n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit. Il suffit de réfléchir un peu et de voir ce qui se passe. Certains élus, et notamment les maires, ont fait le choix de parrainer un candidat des présidentielles de 2012. Je me suis dit que c'était plus judicieux de parrainer le Front National, puisqu'il représente quand même, d'après moi, au moins 20% de l'électorat français, et il faut que ces 20% puissent s'exprimer. Selon un sondage IFOP réalisé auprès d'un échantillon d'environ 2000 personnes, les listes du Front National de Marine Le Pen arriveraient en tête aux élections européennes du 25 mai prochain. On vient de voir dans ce reportage que 43 départements dépassent les 20% de vote pour le Front National en 2013. Un chiffre important pour ce parti extrémiste. Donc messieurs, d'après vous, quelles sont les raisons du choix des Français vers le Front National et pas vers un autre parti ?
Disons là, déjà dans le reportage, je m'inscris en faux par rapport à ce qu'a dit je ne sais pas si c'était une dame qui l'a dit, en disant le Front National progresse parce qu'il s'occupe des problèmes dont ne s'occupent pas les autres partis. Premièrement, c'est totalement faux parce que le Front National ne s'occupe que de certains problèmes, ne s'occupe pas de l'intégralité des problèmes. Donc c'est facile de prendre un ou deux problèmes et de dire voilà, on s'en occupe. Jusqu'à preuve du contraire, le Front National ne s'occupe ni des problèmes financiers qu'il y a en France. Le problème national ne s'occupe pas du problème du logement qu'il y a en France. Il s'occupe du problème de la sécurité. Et encore sur le problème de la sécurité, il sort quelques points qui font sensation et c'est ce qui plaît aux gens. Mais dire qu'il apporte des solutions à tous les problèmes, c'est totalement faux. Hein. Maintenant, quand on est en période de crise, bien évidemment, c'est facile de dire. Avant, je vous avais dit quelles sont les préoccupations des gens. Je vous avais dit, c'est le logement, c'est l'emploi, c'est la sécurité. Si on sort le logement qui revient directement aux collectivités territoriales, si on parle de l'emploi, c'est facile de dire, ce sont les autres, c'est toujours les autres, ce sont les autres qui prennent nos emplois. Bon, c'est facile à dire. Et le problème de sécurité, c'est pareil. C'est toujours les autres qui créent des problèmes de sécurité. Je crois qu'on a assez de problèmes de sécurité entre nous pour ne pas être obligé de trouver des problèmes à l'extérieur. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette montée. Si montée il y a, c'est tout simplement qu'elle est provisoire, elle est due à la conjoncture. Je suis pratiquement sûr que si la conjoncture évolue, le Front National, on n'en entendra plus parler. Et dans vos différentes communes, est-ce qu'il y a une montée du FN ? Mais disons, maintenant je parle pour la Mansuno. La Mansuno, c'est un conseil municipal qui n'a pas d'étiquette politique. Donc on a du mal à juger l'étiquette politique. Ceci dit, si vous regardez les dernières élections qu'il y a eu en France, au niveau des centres-villes, c'est clairement défini à gauche. Et plus on s'écarte des centres-villes, c'est une carte qui devient bleu clair et bleu foncé. Donc selon l'endroit où on se trouve, on est confronté au Front National ou on n'est pas confronté au Front National. Pour nous, c'est quelque chose que j'estime de marginal. Et Monsieur Metzger, dans votre commune, est-ce qu'il y a une montée du FN ? Je ne pense pas, mais en tout cas, c'est assez constant. Depuis que je suis maire, je remarque à chaque élection qu'il y a à peu près le même pourcentage d'électeurs du Front National. Et ces gens qui votent Front National, pour moi, c'est des gens qui vont, je sais, parce que c'est quelque chose pour marquer leur désapprobation vis-à-vis de certaines choses, comme l'a dit mon collègue. C'est quand ils ne se sentent pas en sécurité, quand il y a des problèmes de chômage, problèmes d'emploi. Tout ça, ils s'imaginent que le Front National va régler leurs problèmes. Mais c'est juste un vote de protestation. Pour moi, c'est ça. Et je suis certain que vous avez bien vu l'année où Le Pen était au deuxième tour. Au deuxième tour. Quand on a eu l'élection avec Chirac à 80%, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Ça veut dire que le Front National n'était pas plébiscité ou vraiment sollicité pour ça. Et dans le reportage, je ne suis pas tout à fait d'accord non plus quand on dit les jeunes. Je veux bien être d'accord sur les anciens qui se sentent plus en sécurité ou moins en sécurité, mais qui se sentent plus comme ils étaient dans le temps quand ils étaient plus jeunes. Ça, je suis d'accord qu'à ce moment-là, c'est un vote de protestation. Mais pour les jeunes, qu'on arrive à accrocher les jeunes au Front National, ça, je ne suis pas d'accord. Merci, Monsieur Metzger. Donc, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à notre émission et de nous avoir fait partager vos avis et expériences. Merci. Merci. Donc, enquête municipale, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. À venir, une nouvelle émission spéciale consacrée cette fois-ci aux élections européennes. Vous retrouverez demain le journal habituel de 14h30, présenté par Adrien Toriello. Bonne fin d'après-midi et à bientôt.